Vous écoutez Tiny Sphere, le podcast de la Tiny House. À chaque épisode, je vous propose de décrypter la Tiny House et de vous apporter des informations concrètes avec des retours d'expérience. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Céline Chatriot, fondatrice de la société Easy Place, spécialisée dans la Tiny House et le micro-habitat. Je suis ravie de vous recevoir sur le podcast dédié à la Tiny House. Alors ça a échappé à personne, les Tiny House sont en vogue. Ces mini-maisons mobiles interpellent. Alors, loin de moi de vous faire l'éloge de la Tiny House, vous allez retrouver des tas d'informations sur Internet. En revanche, je vais vous apporter un éclairage avec des informations, on va rester pratico-pratique. Allez, c'est parti pour l'épisode 3, les tiny en France. Que dit la réglementation ? Alors, avant d'entrer dans la suite du sujet, quand est-ce que la Tiny House est arrivée en France ? Alors, c'est difficile de terminer une date d'arrivée des Tiny House en France. Le mouvement a démarré et a vraiment émergé aux États-Unis, c'était dans les années 2000. Et c'est un certain monsieur Jeff Schaeffer qui a été le pionnier en réalisant sa propre Tiny House. Un événement majeur a marqué aussi l'essor de la Tiny, c'est la tempête Katrina en 2005. Qui a favorisé le besoin de logement d'urgence. Ensuite, il y a eu la crise économique de 2008, qui a suscité l'intérêt d'un mode de vie plus simple et plus abordable. Le concept a attiré l'attention à l'échelle internationale, et en France, on peut dire que c'est vraiment dans les années 2010, et véritablement aux alentours des années, plutôt en 2016, qu'il faut noter l'arrivée de la Tiny House. Alors c'est sûr, ça a été accompagné de défis réglementaires, puisque le code du bâtiment et la classification des habitations, forcément, la Tiny, on ne savait pas où la positionner. Donc à partir de ces années, la Tiny a vraiment séduit à la fois par son approche novatrice du logement, sa flexibilité et sa durabilité. Donc on l'appelle aussi habitat alternatif, micro-habitat. Et c'est vrai que le cadre légal, il est encore mal connu de nombreuses collectivités. Donc je vais vous apporter un éclairage et je vais vous aider, je l'espère, à y voir un peu plus clair. Bon, avant toute chose, la personne la mieux placée pour vulgariser l'approche urbanisme et l'habitat alternatif, c'est Joyce Danton. Et j'espère un jour peut-être avoir le privilège de le recevoir sur mon podcast. Ce serait génial. En tout cas, je peux que vous recommander son livre qui s'appelle Guide juridique pour habitat alternatif. C'est une véritable bible et c'est très accessible. Alors, avant de démarrer, on va tous prendre une bonne bouffée d'oxygène puisque là, il va y avoir pas mal d'acronymes et il va falloir être très attentif. Allez, c'est parti. Alors, quand on parle droit d'urbanisme, il faut distinguer 3 types de communes. La première, toutes les communes qui n'ont pas de documentation d'urbanisme. C'est vraiment des communes rurales. Elles sont rares, mais ça existe. Ensuite, vous avez des communes donc avec carte communale. Il s'agit tout simplement d'un état des lieux du territoire avec un document graphique qui précise les zones constructibles et celles qui ne le sont pas. Donc c'est le RNU, le Règlement national d'urbanisme, qui s'applique. En fait, il s'agit tout simplement d'une petite partie du droit d'urbanisme. Troisième type de commune, les communes avec un PLU, un plan local d'urbanisme, ou intercommunal, qu'on appelle le PLUI. La tendance actuelle vraiment va vers des PLUI, puisque c'est suscité par l'État, donc sur les territoires où il n'y a pas de carte communale, c'est-à-dire pas de doc d'urbanisme, là c'est la notion de PAU. Bon, je vous avais prévenu, il y a pas mal d'acronymes, donc partie actuellement urbanisée, qu'il faut prendre en compte. Donc, le texte de loi dit tout simplement rien là-dessus, mais il y a une jurisprudence qui définit si un emplacement peut considérer le PAU ou être hors PAU. Alors, quels sont ces critères ? Alors, c'est apprécié au cas par cas par la commune, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a déjà des constructions à proximité ? Si oui, à quelle distance ? Est-ce qu'il y a une rupture d'urbanisation ? Quand on dit rupture d'urbanisation, c'est-à-dire un obstacle physique, tel qu'une forêt, une route, un fleuve. Et avec ces critères, la commune apprécie au cas par cas le projet. Bien sûr, on ne peut pas construire en zone non constructible,
c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de tiny house en zone constructive, sauf exception, article 111-4, il y en a 3 d'exceptions. La première, quand c'est nécessaire à une activité agricole, donc quand on est en zone A, pour un logement de fonction d'agriculteur par exemple. Deuxième cas, si le conseil municipal estime l'intérêt général pour la commune, donc en particulier pour diminuer une perte de la population, peut décider qu'on puisse construire. Et l'annexe, qui est une extension à la construction, qui peut être utilisée pour de l'habitat léger ou de l'habitat alternatif. Donc si votre territoire est soumis à un PLU, il faut prendre en compte le zonage du terrain. Puis ensuite, regarder le règlement écrit. Donc il y a 4 types de zonage. Ces zonages sont définis en fonction du cadastre. Donc je vais vous énumérer ces 4 zonages. Vous avez U, qui veut dire urbanisé, AU, qui veut dire à urbanisé, A pour agricole, et NF pour naturel et forestière. Bon, ce serait trop simple si la commune ne vient pas agrémentée par des sous-types. Donc dans nombreux PLU, vous allez retrouver des sous-types. Alors ce n'est pas réglementé au niveau national. Chaque territoire qui a son propre PLU ou PLUI, vous allez retrouver ces sous-types. Donc c'est pour ça que vous pouvez retrouver des UMDE, des AUL et ainsi de suite. Donc les règles sont applicables zonage par zonage. Donc la méthode que je vous conseille, c'est on regarde déjà le zonage, puis ensuite on passe au règlement écrit. Le règlement écrit va vous donner la hauteur à respecter, le retrait par la voie publique, nombre de places de stationnement. Un principe fondamental, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et ça j'aime bien, et surtout garde-le bien en tête, ça peut servir. Autre point, la restriction de construction. Celle-ci est de plus en plus forte. Donc elle a été démarrée par la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, c'était en 2000. Et cette loi, en fait, incite fortement les communes à rendre des terrains non constructibles. La grande particularité est l'artificialisation des sols. Vous avez dû en entendre parler. Ce qu'on appelle la loi climat, qui est arrivée en 2021. Précisément la loi climat et résilience, qui a fixé un objectif de zéro artificialisation nette, ce qu'on appelle le ZAN, des sols en France et à l'horizon 2050. Donc cette mesure, elle vise tout simplement à limiter la conversion d'espaces naturels agricoles ou forestiers en espaces urbanisés. Donc elle fixe en fait un calendrier qui va être progressif, bien évidemment, de réduction de l'artificialisation. Alors comme la loi le prescrit, le gouvernement a défini les conditions de mise en œuvre de cet objectif sur le territoire par 2 décrets, donc c'est celui du 29 avril 2022, retenez 2022, sur un territoire, cela correspond au solde entre ce qu'on a artificialisé et ce qu'on a retiré, c'est-à-dire démonter la zone d'activité par exemple. Donc il faut arriver à ce ratio à 0. Donc les élus locaux sont dans cet état d'esprit. Donc ça change quand même pas mal la donne. Ce qui signifie que des terrains seront de plus en plus rares et donc aussi forcément de plus en plus chers. À présent, on va parler de catégories juridiques, celle qui concerne les tiny house, dans quelle catégorie on peut la mettre, qu'on appelle aussi des habitats légers. Donc on dénombre 5 catégories. La règle déjà, c'est de ne pas être domicilié. Donc on retrouve la tente, donc là il n'y a pas de texte de loi, c'est juste une structure qui est démontable, revêtue, sans équipement intérieur. Ensuite, on a ce qu'on appelle le HLL, habitation légère de loisirs. Là, il s'agit d'une construction démontable ou transportable. Par exemple, le mobil-home est un HLL. Donc celui-ci peut avoir des équipements intérieurs, mais c'est pas obligatoire. Troisième catégorie, ce qu'on appelle le RML, résidence mobile de loisirs. Donc là, c'est un véhicule qui sert d'hébergement. Donc c'est ce que vous retrouvez avec les caravanes. Donc quatrième catégorie, la RMSHP, résidence mobile, qui constitue l'habitat permanent des gens du voyage. Donc là, ils habitent un véhicule terrestre, mais il n'y a pas véritablement de code d'urbanisme. Cinquième catégorie, la RDCHP, donc la résidence démontable, qui constitue l'habitat principal de ces individus. Donc là, c'est une notion qui est arrivée avec la loi Allure en 2014. Elle désigne
une construction d'habitat sans fondation et qui est facilement, rapidement démontable. Donc l'installation de ces RDCHP peut se réaliser donc en secteur constructible, mais pas que, et peut également se faire dans des terrains, ce qu'on appelle des zones PASTI, qui s'appellent des STECAL. En fait, ce sont des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée. Également, on peut également installer ces RDCHP dans des terrains d'accueil, ce qu'on appelle aussi des terrains familiaux. Donc, ça peut se faire par une collectivité ou par une entreprise. Donc il y a vraiment une réglementation spécifique. Donc on est sur une déclaration préalable s'il y a une ou deux tiny house, et au-delà on est plutôt sur un permis d'aménager ou un permis de construire. Alors vous allez me dire, les tiny house, dans quel cas on peut les mettre? Cas numéro 1, la tiny garde ses moyens de mobilité et ne sert que d'habitat de loisirs. Dans ce cas, c'est une RML. Cas numéro 2, la tiny ne garde pas ses moyens de mobilité et ne sert comme d'habitat seulement d'habitat de loisirs. Donc elle rentre dans la case des HLL. Cas numéro 3, la tiny garde ses moyens de mobilité et sert d'habitat permanent, où les individus en font vraiment leur domicile. Et là, donc ça rentre du coup, dans ce cas, dans la catégorie des RDCHP. Et quatrième cas de figure, elle ne garde pas ses moyens de mobilité et sert d'habitat permanent. Du coup, elle rentre dans ce cas également dans la catégorie des RDCHP. Donc, comme vous le voyez, la tiny house, elle peut, en fonction du terrain, rentrer dans plusieurs cases. Donc, c'est vraiment important, voire essentiel, de bien comprendre cette logique institutionnelle pour après appréhender votre projet. Alors, c'est vrai que ça passe par des acronymes, pas forcément évidents. Donc vous pouvez, l'avantage avec le podcast, c'est que vous pouvez le réécouter plusieurs fois. Et puis après, vous trouvez également des informations, notamment dans le livre que je vous ai évoqué, l'introduction. Sinon, moi je vous conseille de demander un CU, ce qu'on appelle un certificat d'urbanisme, soit informatif, soit opérationnel. Tout de suite, ça vous permet d'avoir toutes les règles du terrain sur lequel, soit votre terrain ou sur celui que vous projetez, et éventuellement aussi d'avoir connaissance s'il y a un droit de préemption ou pas, qui peut se manifester par la commune. Ça vous permet quand même, avant de vous projeter sur un achat, tout de suite de savoir dans quel sens je peux monter mon dossier. Alors, petit aparté, vous avez certaines constructions, si elles sont, on va dire, temporaires, comme une tiny house, c'est vraiment, on est là-dedans, sont pas soumis à autorisation, c'est-à-dire pour des habitats d'urgence. Lorsqu'il y a des manifestations culturelles, elles peuvent être installées 3 mois maximum. Ensuite, maintenant, où trouver les documents d'urbanisme? Alors, soit vous allez directement à la mairie, c'est un droit de citoyen, qui sont là pour vous apporter ces informations-là. Vous avez également le site geoportail.gouv.fr ou de plus en plus en ligne sur le site des communes. C'est vrai que opter pour une tiny house sur un terrain, il faut bien analyser en amont, bien sûr votre terrain, vos zonages, comme j'ai évoqué, mais prendre également d'autres facteurs, c'est-à-dire le parti politique, le voisinage, l'environnement architectural. Donc il y a pas mal d'indicateurs de prendre en compte pour savoir comment vous allez monter votre dossier. Dorénavant, donc depuis 2022, sachez que les dépôts peuvent s'effectuer directement en ligne, donc ça c'est plutôt un gros avantage. Toutes les communes peuvent être saisies donc par voie électronique lorsque vous allez déposer votre déclaration préalable, permis d'aménager ou permis de construire. Alors personnellement, en fonction de la taille de la commune et des rapports que vous pouvez entretenir ou pas avec les élus ou la mairie, moi je recommande plutôt un dépôt en version papier, notamment pour les petites communes. Bon, bien sûr, vous veillez à bien imprimer à la bonne échelle, mais c'est vrai que chaque projet, en fonction de l'usage, c'est une extension. Est-ce que je souhaite faire un camping chez l'habitant? Est-ce que ça va être une résidence principale? Une résidence secondaire? Franchement, ça nécessite de réaliser une stratégie en listant les points positifs, les barrières que je vais pouvoir rencontrer. Donc c'est vraiment en fonction de chaque projet qu'on va mettre en place vraiment une stratégie avec différents leviers.
Alors on me pose la question, est-ce que j'utilise le mot tiny house ou pas tiny house? Moi je suis pas vraiment partisane parce que déjà c'est un mot en anglais, tout le monde ne le comprend pas, même si depuis il y a quand même pas mal de reportages sur les tiny house. Mais je suis pas vraiment convaincue, ça peut faire peur, ils savent pas, il y en a qui font l'amalgame avec les gens du voyage, ça peut être assimilé à des caravanes. Donc je pense que c'est vraiment important de bien travailler la sémantique, parler vraiment d'habitat, résidence principale, secondaire, d'utiliser les mots d'usage du droit de l'urbanisme, du droit de la construction qu'on utilise jusqu'à présent. De pas rester sur ce mot tiny house. Vraiment, il faut prendre le temps de bien travailler son dossier. Donc c'est ce que je m'attache à faire pour le compte de mes clients, de prendre le temps de présenter le dossier, déjà de voir toute la stratégie, les leviers, comme je viens de le dire, et puis après d'aller instruire le dossier. Alors d'expérience, je vous le dis, l'instruction de dossier en micro-habitat est plus longue, parce que ça interpelle. Ils voient un habitat qui fait 20 mètres carrés, 35 mètres carrés, il y en a deux côte à côte. Donc ça pose des questions. Donc il faut bien bosser les documents, que les documents soient très professionnels. Et puis après, il faut se dire qu'une DP va pas forcément prendre un mois, mais peut-être 2 mois, voire 3 mois. Bon après, on est d'accord, les délais de fabrication de micro-habitat et tiny house, on est entre 3 et 6 mois de construction. Donc ça compense le délai d'instruction. Donc j'espère que cet épisode n'a pas été trop dur à digérer. Je pense qu'il faut mieux l'écouter le matin que en fin de journée, ça c'est sûr. En tout cas, vous pourrez le réécouter. Ne pas hésiter à me solliciter, à m'envoyer des mails pour avoir des questions. Et puis, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. En attendant, likez, partagez, suivez-moi sur Instagram pour voir un petit peu les différents projets, les différentes parcelles et terrains. Donc, comme pour les précédents épisodes, j'aime bien clôturer avec une citation. Donc la voici. Vivre dans une tiny house, c'est embrasser l'idée que la vraie richesse se trouve dans les expériences, les relations et la connexion avec la nature, plutôt que de la possession de biens. Donc je vous laisse méditer avec ces paroles. Je vous remercie de votre écoute. Vous êtes sur Tinysphere, le podcast de la Tiny House, et je vous dis à très vite.